Voilà. Donc, monsieur le rapporteur, je suis heureuse de vous donner la parole. Merci Madame la Présidente. Je vais donc vous présenter aujourd'hui cette convention fiscale qui vient remplacer l'ancienne convention qui datait de 1958 et qu'il fallait reprendre. D'abord, la première question qui se posait dans le rapport, c'est pourquoi, après la convention BEPS que nous avons étudiée ici le 20 janvier... Non, on donne pas de ah oui. Ou alors c'est un piège ça. BEPS, c'est la signification de BEPS. En français. L'érosion des bénéfices. Donc la convention interne, multilatérale sur la lutte contre l'érosion des bénéfices que nous avons étudiée ici et qui avait l'intérêt de s'appliquer automatiquement. Pourquoi donc la France et le Luxembourg ont-ils décidé de ne pas attendre l'application de cette convention multilatérale et pourquoi avons-nous décidé de rénover en bipartite la convention fiscale qui nous liait. L'application de l'accord multilatéral posait deux problèmes qui ne réglaient pas tout à fait notre question avec le Luxembourg. D'une part, le Luxembourg l'a signé avec pas mal de réserves. Et vous l'avez lu dans mon rapport, la convention bipartite que nous signons va non seulement éliminer ces réserves, c'est-à-dire que le Luxembourg a accepté d'aller dans cette convention non seulement à 100% de ce qui était prévu dans la convention multilatérale, mais même au-delà, nous allons le voir tout à l'heure. Et la deuxième raison, c'est que la convention multilatérale est une convention qui prend peu en compte les conditions transfrontalières de deux États très voisins avec des imbrications transfrontalières. Donc il était important que la France et le Luxembourg, indépendamment de la mise en application de l'accord multilatéral, puissent revoir cette convention et la réadapter. Cette renégociation fiscale avec le Luxembourg n'est pas anodine. Madame la Présidente vient de le rappeler. Le Luxembourg est en quête d'une respectabilité nouvelle et c'est certainement la raison qui fait que la négociation vue du côté français, en tout le moins a priori, paraît extrêmement intéressante. Le Luxembourg est allé à accepter des choses qu'il n'avait pas acceptées dans la convention multilatérale, des choses qui vont plus loin et qui sont intéressantes de notre côté. Les premières questions qu'on se pose, je ne sais pas si mon co-rapporteur dira la même chose, mais la première question qu'on s'est posée quand on a reçu l'ambassadrice du Luxembourg, c'est, moi j'avais dans la tête, pourquoi est-ce qu'on leur a tordu le bras, quoi ? Est-ce que quelque part, qu'est-ce qu'ils ont obtenu ? Ils ont obtenu deux choses, le droit de conserver l'imposition à la source des retraites des gens qui auront travaillé au Luxembourg, ce que je vais reprendre dans la partie transfrontalière de mon propos, et le fait qu'on pouvait aller jusqu'à 30 jours de télétravail pour ne pas être considéré comme imposable dans le pays où on réside. Ce qui est relativement faible par rapport à d'autres récupérations d'imposition par la France qui semblent importantes et qui semblent nous satisfaire. Il y a 3 articles principaux dans cette convention qui montrent l'étendue de ce que nous avons obtenu. Ce sont les articles 4, 5 et 28. Je vais revenir dans mon propos introductif sur l'article 28, qui est un outil qui va même plus loin que la convention multilatérale, puisque c'est l'outil qui permet d'exclure de la convention tout montage dont on pourrait se douter qu'il n'a été fait que pour utiliser la convention. C'est-à-dire que quelqu'un qui ferait quelque chose de légal, mais dont l'administration pourrait prouver qu'il n'a utilisé ce montage que pour tirer bénéfice de la convention, serait de facto exclu de la convention. Je prends un exemple concret, le droit des redevances, qui est extrêmement visé par ces conventions. Les redevances, ce sont ces services immatériels, donc qui permettent souvent de cacher du bénéfice, de faire expartir du bénéfice dans un autre pays. Si le droit de la redevance avec le Royaume-Uni est imposé à la source par la France à 15%, dans cette convention avec le Luxembourg, il ne sera imposé plus qu'à 5%. Si une entreprise crée une entreprise au Luxembourg et fait transiter sa redevance par le Luxembourg, l'administration peut
prouver que cette entreprise n'a d'autre but que d'utiliser la Convention, donc la Convention ne s'applique pas. C'est un article qui a été imposé par la France, qui est de droit français, qui est très souvent utilisé par notre administration et qui a été accepté par le Luxembourg. C'est l'un des points les plus marquants de cette Convention. Le deuxième point assez marquant que je vais citer dans mon propos introductif, c'est la redéfinition de l'établissement stable. Établissement stable qui impose qu'on soit imposé dans le pays où cet établissement stable est situé. C'est-à-dire qu'on avait, je ne vais pas le nommer, mais on a un concessionnaire automobile bien connu dans la région Messine, qui est une entreprise luxembourgeoise en fait. Voilà, donc, et qui ne paye pas ses impôts en France, alors qu'il vend des voitures, qu'il a un réseau de... Voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible, puisqu'on va pouvoir qualifier son activité en Lorraine d'établissement stable. Donc il ne pourra plus dire « je suis un vendeur, je suis vaguement vendeur, un espèce de travailleur détaché d'une entreprise luxembourgeoise ». Il faudra qu'il déclare et qu'il soit imposé en France, parce que grâce à cet article 5, son activité sera qualifiée d'établissement stable en France. Il y a un sujet que j'ai relativement longuement détaillé dans mon rapport, c'est ce que cette convention ne règle pas. Cette convention ne règle pas le déséquilibre transfrontalier qui est apparu dans les dernières décennies entre la Lorraine et la Moselle Nord, même peut-on dire, et le Luxembourg. Le Luxembourg qui s'est énormément développé, avec une attractivité fiscale certes, mais qui s'est énormément développé et qui a aujourd'hui, c'est de l'ordre de 100 000 à 120 000 travailleurs transfrontaliers, c'est-à-dire des gens dont il a besoin, mais qu'il ne peut pas loger. C'est-à-dire des gens dont il a besoin et qu'il va chercher, donc ils vont en chercher 100, 120 000 en France, ils vont en chercher en Wallonie, ils vont en chercher en Allemagne, et on arrive à une espèce de hub régional où il y a beaucoup de travail et où l'État lui-même n'est pas en mesure de loger, de former les travailleurs dont il a besoin, ce petit État. Donc il y a un déséquilibre aujourd'hui avec ses voisins transfrontaliers. Ce sont des situations qui existent ailleurs, plusieurs solutions. La solution de la redevance forfaitaire qui existe entre la Suisse et certains départements français frontaliers, c'est-à-dire que la Suisse prélève tous ses impôts et renvoie une partie de cet impôt de forme forfaitaire. Il y a le cofinancement de projets d'intérêt régional, mais qui est dans la discussion, nous verrons que ce n'est pas forcément le plus idéal. Et il y a forcément ce à quoi nous pensons beaucoup d'entre nous ici, c'est-à-dire la région transfrontalière en tant qu'entité qui est capable de se développer et d'imaginer des projets communs, vraiment communs, pour faire que la répartition des richesses et la répartition de l'activité soit harmonieuse sur un bassin complet. Je vais en rester là pour mon propos introductif, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur.